Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Sommaire, peu d'engouement pour les élections législatives au Mali. Le scrutin avait lieu ce dimanche dans un contexte sanitaire et sécuritaire tendu, en pleine pandémie de coronavirus. Et alors que le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, est toujours porté disparu depuis son enlèvement. Rien n'est réglé pour le barrage de la Renaissance et de nouveaux désaccords se font jour. Dernier en date, la sortie de l'ambassadeur éthiopien au Kenya qui estime que les États-Unis ont dépassé leur rôle d'observateur dans les négociations. Et 100 millions de dollars pour améliorer le capital humain à Madagascar, un financement accordé par la Banque mondiale et qui sera destiné prioritairement aux ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les Maliens étaient appelés aux urnes ce 29 mars pour élire leurs députés. Un scrutin qui avait été maintenu par le gouvernement malgré les violences communautaires et djihadistes. Et en dépit de l'épidémie de coronavirus, si une partie des Maliens s'est tout de même déplacée pour aller voter, le Covid-19 était dans tous les esprits. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Reporté à 2 reprises, le premier tour des élections législatives maliennes se sont tenues ce dimanche 29 mars 2020. 6 millions d'électeurs étaient appelés à choisir les 147 députés de la prochaine législature. Ces législatives de mars sont une recommandation du dialogue national inclusif de décembre 2019. Des électeurs se sont rendus aux urnes des différents centres de vote de la capitale Bamako. Bon, depuis ce matin, vraiment ça se déroule bien. Comme vous-même vous le constatez, les assesseurs sont présents, les délégués des partis sont présents, les délégués de la CENI aussi. Et vraiment, ça se déroule bien. On doit voter, quelle que soit la maladie, on doit voter donc, pour accomplir le devoir des citoyens maliens. Je demande à toutes les Maliennes et les Maliens de venir voter, c'est mieux. La pandémie du coronavirus, dont les premiers cas ont été découverts au Mali le 29 mars dernier, a semé la psychose chez beaucoup d'électeurs qui n'ont pas fait le déplacement. Le gouvernement avait promis des kits pour éviter les contagions à l'occasion de ce premier tour. Le constat est tout autre et inquiète plus d'un. Pour la sécurité sanitaire, rien n'est mis en place. C'est un assesseur qui est venu nous donner les gants. Sinon, on n'a rien reçu de la part de l'État. Je suis allé voter directement, je n'ai vu ni savon ni eau. Il se trouve que j'avais déjà mon gel sur moi. Si on nous demande de sortir voter par patriotisme, il va falloir que l'État également tienne parole. Certaines associations de la société civile avaient demandé le report du scrutin en raison de la pandémie pour éviter toute contagion. L'autre fait qui a pesé sur le scrutin, c'est l'enlèvement du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, dont on est toujours sans nouvelles. Lagos et Abuja en confinement total. Décision prise et annoncée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour tenter de limiter la propagation du coronavirus. Au minimum, 20 millions d'habitants sont concernés. Seules les stations d'essence, les compagnies d'électricité et les commerces alimentaires restent ouverts. Grazela Tchakounte, commentaire Ange Bijono-Menyo. C'est une question de vie ou de mort, a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari ce dimanche 29 mars, en référence aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Des mesures qui impliquent le confinement total dès ce lundi 30 mars des populations d'Abuja, la capitale fédérale, et de Lagos, la mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants. J'ordonne la cessation de tout mouvement à Lagos et Abuja pour une période initiale de 14 jours qui prendra effet lundi 30 mars à partir de 23 h. Tous les habitants de ces États doivent rester à la maison. Les voyages dans d'autres États doivent être annulés. Tous les magasins dans ces 2 villes doivent être fermés. 2 semaines de confinement pendant lesquelles les autorités se concentreront sur le dépistage de sujets contacts. 20 000 tests doivent être réceptionnés à cet effet. Le chef de l'État nigérian a par ailleurs annoncé la création d'un fonds de soutien et d'une task force anti-coronavirus. Lagos et Abuja enregistrent la majorité des cas confirmés au Nigeria. Notre mission première est de contenir ces cas tout en soutenant les autres États et régions du mieux que nous pouvons. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ores et déjà débloqué une enveloppe de 50 milliards de naira dans le cadre de la lutte contre la propagation de ce virus.
Nous avons également mis sur pied une task force pour développer notre stratégie nationale qui devra s'adapter aux différentes évolutions. Pays le plus peuplé d'Afrique, avec près de 200 millions d'habitants, le Nigeria enregistre actuellement une centaine de cas confirmés de Covid-19. Selon les observateurs, c'est l'un des pays les mieux armés sur le continent pour faire face à cette pandémie mondiale. Les mesures exceptionnelles également au Togo. Face à la pandémie de coronavirus, les députés ont autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois, une disposition prévue par la Constitution en cas de situation extrême. Le Togo qui a enregistré ce lundi 30 mars 4 nouveaux cas confirmés de patients positifs au coronavirus. Grazela Tchakouté et Ange Bijounomenio. Le pouvoir législatif aux mains de l'exécutif. Les parlementaires togolais ont donné leur feu vert au gouvernement pour prendre des ordonnances dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19. Une décision prise à l'unanimité pour une durée de 6 mois et qui se justifie par la nécessité d'être réactif dans un contexte de pandémie mondiale. La riposte engagée contre la maladie de coronavirus Covid-19 commande donc une extrême réactivité et une capacité exceptionnelle d'adaptation des différentes mesures de prévention et de protection prises, ainsi qu'une mobilisation de moyens de tous ordres en vue de trouver les solutions qui permettent d'endiguer durablement les effets de l'épidémie. C'est pourquoi le gouvernement a tenu à demander qu'il plaise à la représentation nationale de lui donner les armes nécessaires pour gagner cette crise sanitaire en accordant une habilitation lui permettant d'agir dans le domaine de la loi pendant une période de 6 mois. Le recours à ce mécanisme, bien que prévu par l'article 86 de la Constitution, suscite néanmoins des inquiétudes. À ce propos, le chef du gouvernement rassure, s'appuyant sur les garanties légales que sont la saisine préalable de la Cour constitutionnelle et le pouvoir d'information et de contrôle préalable de l'Assemblée nationale. Bon, ça ne change rien du tout puisque l'Assemblée est monocolore, elle appartient à 100% au camp du régime. Donc à partir de là, puisque l'opposition n'y est pas du tout, ça ne change rien. Disons qu'ils vont gagner du temps tout simplement. Les Togolais sont inquiets parce que comment détecte-t-on la maladie lorsqu'elle arrive? Qui la détecte? Où la soigne-t-on? Voilà les problèmes qui se posent à nous. Au nombre des mesures déjà prises par le gouvernement pour tenter de limiter la propagation du virus, s'ajoute désormais l'interdiction à tout passager de débarquer sur le territoire, et ce pour une durée de 14 jours. Cette crise sanitaire a déjà des effets économiques conséquents pour les États africains. Le secteur du tourisme, bien sûr, est particulièrement affecté. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé un fonds de 200 millions de rands pour soutenir les entreprises touristiques et hôtelières dont l'activité est fortement impactée. Kamesh Katapoulé et Ange Bijounomenio. Une mesure de rigueur pour soutenir l'industrie touristique en Afrique du Sud. Le ministère du Tourisme va accorder un fonds de 200 millions de rands aux établissements touristiques et hôteliers. Un financement destiné à atténuer l'impact négatif du coronavirus sur l'économie du pays, déjà fragile. L'Afrique du Sud est une nouvelle fois entrée en récession au dernier trimestre de l'année 2019. En termes de quantité d'argent, ça ne représente pas grand-chose, mais aussi ce qui va faire repartir le tourisme, c'est plus l'activité que l'argent qu'on peut y injecter de manière spécifique. Et aujourd'hui, tant que la question de coronavirus n'est pas encore terminée, même le tourisme domestique ne pourra pas démarrer. Seuls les établissements en activité depuis 1 an et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2,5 millions de rands pourront bénéficier de ce soutien financier. 70% des ressources du fonds seront ensuite destinées aux entreprises pilotées par des personnes issues de la communauté noire. Une mesure qui découle du Black Economic Empowerment, une politique de discrimination positive mise en place depuis la fin de l'apartheid. Les questions de discrimination raciale en Afrique du Sud continueront jusqu'à ce qu'ils résoudront les problèmes de fond. Et aujourd'hui, s'adresser à la population noire comme étant une manière de leur faire une faveur est juste une démarche politique pour calmer les ardeurs, parce qu'on sait que quand ça barde, c'est par là que ça commence. Ceci dit, ce n'est pas du tout une décision économique, c'est une décision sociologique. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique du Sud est empêtrée dans une crise financière due à une faible croissance, notamment une détérioration des finances publiques ou encore un haut taux de chômage qui atteint les 29,1%. Dernièrement, l'agence Moody's a même abaissé la note du pays.
Elle est passée de BA1 à BA3, plaçant l'Afrique du Sud au rang d'investissement spéculatif. Et symbole de l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie sud-africaine, la chute de valeur du rand. Le rand sud-africain a son niveau historique le plus bas. Lundi, il passait en dessous de la barre des 18 rands pour un dollar américain. Et ce, après la dégradation de sa note financière par l'agence Moody's. L'Afrique du Sud, dont l'économie était tombée en récession à la fin de l'année 2019, est aujourd'hui le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par l'épidémie de coronavirus, avec plus d'1 millier de cas déclarés. Et dans le reste de l'actualité, les négociations sur le barrage de la Renaissance, toujours source de tension. L'ambassadeur de l'Éthiopie au Kenya estime que les États-Unis ont dépassé leur rôle d'observateur dans les discussions. Les États-Unis qui avaient annoncé en février dernier leur intention de faciliter un accord. Ce n'est pas leur rôle, répond l'Éthiopie. Kamesh Katapoulé, commenté par Victoria Seni. Les négociations concernant le projet du barrage de la Renaissance tournent toujours au ralenti. Selon l'ambassadeur éthiopien au Kenya, Meles Salem Tekia, les États-Unis ont enfreint leurs prérogatives lors des dernières négociations avec l'Égypte et le Soudan, car selon l'Éthiopie, les États-Unis souhaitent faciliter la signature de cet accord. L'Éthiopie a d'emblée rejeté cette proposition et précisé qu'il revenait aux 3 pays de rédiger cet accord sur la base de leurs négociations. Mais le secrétaire au Trésor américain est passé outre cet avis, dépassant ainsi leur rôle d'observateur. Depuis novembre 2019, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent les discussions entre les 3 États. En visite en Éthiopie le 19 février 2020, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait pourtant affirmé qu'une solution ne sera pas imposée au pays. Les 28 et 29 février dernier, Washington avait organisé des négociations entre les 3 pays, des discussions au cours desquelles la délégation éthiopienne n'est finalement pas venue, alimentant ainsi le débat autour de la méthode américaine. C'est l'Éthiopie qui a quasiment le dernier mot, puisque c'est ce pays qui a construit ce barrage. Or, l'accord qui existe aujourd'hui, qui allait être signé au début du mois de mars, c'est un accord qui a été travaillé par le Caire seul. Les Éthiopiens n'avaient pas été associés, sauf que cet accord est aujourd'hui soutenu par le président Donald Trump. À partir de là, je comprends pourquoi les Éthiopiens aujourd'hui se sentent plus ou moins acculés par les Américains, parce que cet accord arrange les Américains et surtout ça arrange le Caire. Toujours en construction sur le Nil bleu, le barrage a été réalisé à plus de 70% par l'Éthiopie. D'une valeur de 4 milliards de dollars, il est censé être opérationnel d'ici 2022 et devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Investir dans le capital humain, c'est tout l'objet du financement octroyé par la Banque mondiale à Madagascar. La grande île qui bénéficie ainsi d'un pré-programme de 100 millions de dollars. Des fonds destinés notamment au secteur de la santé et de l'éducation, avec un accent particulier mis sur la protection des femmes et des enfants. Grazela Tchakounte, commentaire Philomentine. Le développement du capital humain va franchir un cap à Madagascar. Ceci grâce à un pré-programme de 100 millions de dollars accordé par la Banque mondiale. Concrètement, il s'agira d'améliorer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, de garantir la disponibilité des ressources budgétaires des secteurs sociaux et de renforcer la protection juridique des femmes et des enfants. La plus grande richesse de Madagascar, c'est sa population. Pour cette raison, le gouvernement a exprimé sa forte volonté de faire avancer les réformes en faveur de son capital humain en les incluant dans son plan émergence. Inquiétante car l'indice de capital humain est passé de 0,39 à 0,37 entre 2012 et 2017. Ceci implique qu'un enfant né à Madagascar aujourd'hui n'atteindra que 37% du potentiel productif qu'il aurait obtenu s'il avait bénéficié d'une instruction complète et de soins de santé adaptés. À Madagascar, le taux d'achèvement scolaire est très faible. On sait par ailleurs qu'il y a un fort taux de déscolarisation. Une des premières mesures qui a été établie, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a dit que désormais, toute l'école publique sera gratuite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les besoins ont été chiffrés par l'État malgache. L'affectation d'une somme et d'un prêt donc de 100 millions de dollars est une bonne nouvelle pour Madagascar pour pouvoir augmenter sa part budgétaire consacrée à l'éducation et à la santé.
À l'heure actuelle, Madagascar est le 4e pays au monde accusant le taux de retard de croissance le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Un fossé que les autorités semblent déterminées à réduire en s'appuyant entre autres sur d'importantes réformes portant sur la formation et la sélection des enseignants et des professionnels de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.